Et maintenant, nous allons dire du mal de Robert Badinter. Enfin, moi, en tout cas. Vous direz ce que vous voulez. Non, moi, je vais en dire du bien. Ça vous va allez être voir. difficile de trouver des défenseurs, à mon avis. Robert Badinter donc, va entrer au Panthéon le 9 octobre, date anniversaire de la promulgation de la loi d'abolition de la peine de mort. Selon Emmanuel Macron, son nom, à Robert Badinter, devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France. Robert Badinter était la République faite homme. Ça vous donne une idée de ce que c'est que la République. Et une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. Alors ça, c'est assez intéressant. Une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort, a ajouté donc Emmanuel Macron pour parler de Robert Badinter. Je me suis demandé si ce serait la vie du pauvre petit Philippe Bertrand, 7 ans, qui avait été tué par Patrick Henry, l'assassin dont Badinter avait sauvé la tête, et la vie de ses parents, à ce petit garçon, et puis la vie de tous les proches des victimes de meurtres impunis depuis, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, de policiers, puisque il faut quand même admettre, je pense, que l'abolition de la peine de mort et le laxisme judiciaire en ce qui concerne les meurtres, alors évidemment pas le droit à la liberté d'expression, il ne s'agit pas de critiquer un juge, il s'agit d'assassiner des gens, c'est autrement moins grave, ça a peut-être pu renforcer ce sentiment d'impunité des criminels, et là où ils se seraient peut-être empêchés de tuer par le passé, n'hésitent plus à le faire aujourd'hui, voilà. Mais voilà, c'est peut-être votre avis à vous qu'il a été donc un homme qui arrache la vie aux mains de la mort. Jean-Yves Le Gallou. Alors, On insiste. oui. Alors, ça- Bon. On insiste beaucoup, quand on parle de Badinter, sur l'abolition de la peine de mort, qui est effectivement l'acte le plus symbolique, mais qui est loin d'être le seul. D'abord, il a été ministre de la Justice de 80 à 86, et il a bouleversé le système judiciaire en mettant en premier plan des soucis, non pas la peine du délinquant, mais la réinsertion du délinquant. Et donc, il a bouleversé toute la logique judiciaire, et nous continuons à vivre sur cette logique judiciaire depuis cette période. C'est toujours Badinter qui est dans les faits aux commandes du ministère de la Justice, dans l'esprit du ministère de la Justice, et dans les enseignements qu'on donne, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, dans les enseignements qu'on donne aux élèves de l'École nationale de la magistrature. Ils sont élevés dans la logique Badinter. Ils sont nourris de la logique Badinter. C'est le premier élément. Le deuxième élément sur Badinter, il ne s'est pas contenté de cela. De 86 à 95, il a été président du Conseil constitutionnel et il a imposé toute une série de jurisprudences qui ont rendu impossible de faire voter des lois restrictives sur l'immigration. On se souvient de cette période-là où le RPR, avec Pasqua, essayait de faire un certain nombre de choses. Il a fait très peu de choses, à la fois parce que il était intimidé par le politiquement correct, mais aussi et surtout parce que le peu qu'il faisait était censuré par Robert Badinter, qui à l'époque était président du Conseil constitutionnel. Donc à ce titre-là, il a une responsabilité majeure dans la montée de l'insécurité, la montée de la délinquance. Et de son corollaire, l'immigration illégale. Et en même temps, il a facilité l'immigration qui elle-même a des conséquences sur la délinquance. Donc la situation actuelle, le père de la situation actuelle, c'est assez largement Badinter. On comprend qu'il aille au Panthéon. d'Emmanuel Macron. Je me retiens de tenir sur le Panthéon et les personnes qui l'accueillent un propos qui pourrait être cette fois relevé de l'injure, alors que je veux m'en tenir au fait. Ben oui, un procès, ça suffit. Charles-Henri Deloy. Alors, oui, Robert Badinter, effectivement, incarne cette justice rousseauiste. C'est-à-dire que pour lui, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il a introduit la philosophie de l'excuse à tous les niveaux d'échelle de la justice. Il a, je dirais, désarmé au sens propre comme au figuré les matons, c'est-à-dire les surveillants de prison, parce qu'avant, ils étaient très respectés après le passage de Badinter. Les surveillants n'avaient plus le droit de faire même une réflexion un peu sévère à un prisonnier. Enfin bref, il a fait changer de philosophie la justice qui était du côté des victimes jusqu'en 81 et qui soudainement a pris parti de protéger avec beaucoup d'excès les coupables, les prisonniers.
Je voudrais d'ailleurs rappeler, parce qu'à chaque fois, on dit qu'il a sauvé la tête de Patrick Henry. Je précise, pour la deuxième fois, parce qu'on en avait déjà parlé, que c'est surtout l'évêque de Troyes qui a sauvé la tête de Patrick Henry, qui connaissait deux jurés un peu cathos de gauche et qui leur a téléphoné le soir pour leur dire de ne pas voter la peine de mort. Bon, ceci étant dit, ça n'empêche pas le talent de la plaidoirie de Maître Badinter. Bon, maintenant, aller au Panthéon, ça ne me gêne pas parce qu'il y a beaucoup de fripouilles au Panthéon. Hein. Il y a beaucoup de fripouilles. C'est un lieu très mal fréquenté. Puis il y a de plus en plus de monde, ça devient un HLM. Il y a Lazare Carnot, qui était une fripouille sectateur de la Révolution, qui aimait faire tomber des têtes, qui avait voté bien sûr la mort de Louis XVI. Et puis Jean Monnet, qui est quand même un agent des États-Unis, du mondialisme. Hein. Enfin bref, bon, après, il y a d'autres personnes qui ne me dérangent pas, que ce soit Jean Moulin ou Joséphine Baker, ça ne me dérange pas. Mais enfin bon, il va être en bonne compagnie, on peut dire. Donc voilà, Robert Badinter au Panthéon, ça ne m'étonne pas. Après, voilà, Jean-Yves Le Gallou a tout dit. C'est quelqu'un à qui on doit effectivement une justice faible avec les forts et puissante avec les faibles. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, faible avec les honnêtes. Non, forte avec les honnêtes gens et faible avec les coupables. Voilà. Oui, et même dur avec les honnêtes gens. Oui, dur avec les honnêtes gens et laxiste avec les coupables. Richard de 16. Vous avez fait d'ailleurs des émissions sur Ligne Droite qui étaient tout à fait intéressantes. Et Bertrand Saint-Germain avait, si j'ose dire, Bertrand Saint-Germain. Voilà. C'est une private joke, comme on ne doit pas dire. Bertrand Saint-Vincent. Pardon. Saint-Germain avait divulgué, parce qu'en fait pendant toute l'émission j'ai appelé Bertrand Saint-Germain Bertrand Saint-Vincent. Ouais, je l'ai pas fait une fois, je l'ai pas fait 2 fois, je l'ai pas fait 5 fois, je l'ai fait 10 fois et je me suis excusé en refaisant la faute. Voilà, donc c'était assez amusant. Donc si jamais vous avez envie de connaître le bêtisier de la ligne droite, vous en avez déjà un des extraits. Il a divulgaché tout ce que Jean-Yves Le Gallou a dit. Il y a quelque chose moi qui m'a frappé, outre le fait que Macron empile les cadavres, c'est la manière dont d'une part, le corps de Badinter, en fait, ne sera pas transféré, si je ne m'abuse, au Panthéon. Il y aura juste une plaque. Autrement dit, peut-être que la famille de Badinter elle-même trouve que le Panthéon est un lieu mal fréquenté, ce qui est assez amusant, mais la famille de Badinter a surtout témoigné de la persistance de l'esprit de Badinter, qui est vraiment la lutte des classes. Il a opposé le riche au pauvre, il a opposé l'immigrant aux Français de souche, il a opposé la gauche à la droite, et il a fait en sorte de le faire avec toute la dureté du socialisme, c'est-à-dire qu'il est vraiment, une fois qu'on est aux manettes, on fait bien comprendre à ceux qui sont nos adversaires qu'ils ne sont rien, et même un peu moins, et la famille a exigé évidemment que l'extrême droite ne soit pas invitée lors de la manifestation. C'est-à-dire que Macron, une fois plus, envoie au Panthéon quelqu'un qui est un signe de discorde. Et on se retrouve une fois de plus avec le président de tous les Français qui fait en sorte de bien installer un signe évident du fait que justement les Français ne sont rangés ni derrière Badinter ni derrière lui et que en fait, c'est un président de gauche qui ne fait que sacraliser la gauche dans ce qu'elle a de plus détestable. Puisque, évidemment, le bilan de Badinter, on le connaît pour ce qui est des lois, on le connaît pour ce qui est de la manière dont il a fait évoluer les procédures, on le connaît pour tout ce qu'il a fait au Conseil constitutionnel, mais on le voit surtout aujourd'hui, dans le fait que les prisons explosent et qu'elles explosent malgré tout le laxisme de la justice. Xavier Handler, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, tout à fait d'accord. C'est ce que je voulais souligner, c'est que, c'est pas tellement qu'il met le doigt sur le fait que on est dans les discordes, c'est qu'il dit clairement par cet acte symbolique, j'en ai rien à fiche de ce que vous pouvez penser, j'en ai rien à faire que vous souhaitiez des politiques plus rudes en matière judiciaire avec les criminels et les délinquants. Vous pouvez penser ça. Mais moi, je ferai le contraire, parce qu'en réalité, Robert Badinter, c'est la République, et la République, ce sont un certain nombre de valeurs, ce ne sont pas ce que les Français souhaitent. Et donc, on revient d'ailleurs dans cette logique qui aboutit au gouvernement des juges, à l'autorité des experts sur le peuple, et un certain nombre d'autorités morales. Soulignons d'ailleurs au passage qu'il y a une sorte de retournement, parce que face à la situation catastrophique sur le plan de l'insécurité, eh bien, en 2009, 32% des Français
était favorable encore à la peine de mort. Et aujourd'hui, en 2025, on est remonté à 50%. Et l'attitude à l'égard de la peine de mort, c'est une sorte de sismographe de ce que pensent les Français du système judiciaire. Lorsqu'ils souhaitent, et c'est assez intelligent d'ailleurs, lorsqu'ils souhaitent que l'échelle des peines soit relevée, eh bien, la façon symbolique de le dire, et puis c'est aussi comme ça qu'on leur pose les questions, on parle de la peine de mort. Eh bien, au moment même où il y a quand même un mouvement massif, une demande massive de davantage d'autorité et de rigueur en la matière, eh bien, ce qu'on leur dit, c'est « je n'en ai rien à faire, rien à faire ». Voilà la façon dont le chef de l'État traite son propre peuple. Il le martyrise au sens propre et au sens figuré, et même symboliquement. C'est absolument scandaleux, en réalité. C'est une décision antidémocratique, si républicaine soit-elle, ou prétendument républicaine soit-elle. Justement républicaine, puisqu'antidémocratique. Voilà. La République est une transcendance bien au-dessus du peuple, d'une nouvelle religion. Moi, je suis assez reconnaissant à la famille de Robert Badinter de s'opposer, entre guillemets, à la présence de l'extrême droite au moment de l'arrivée de Badinter au Panthéon. Parce que quand Badinter est mort, alors quand un homme meurt, il y a un minimum de distance et de réserve à tenir dans les commentaires qu'on fait, bien entendu. On va pas savoir le champagne. J'avais été assez choqué par les propos d'un certain nombre de dirigeants du Rassemblement national qui s'étaient alignés sur la doxa et qui avaient pleuré Super Badinter. Je pense que Super Badinter, effectivement, était un homme de grande influence et de grand talent, mais dont les politiques ont eu des conséquences absolument catastrophiques. Oui, parce qu'on peut mettre son grand talent au service de causes néfastes. C'est sans doute un service qui est rendu au Rassemblement national que de l'exclure de la cérémonie commémorative auquel il serait sans doute rendu s'ils y avaient été autorisés. Un mot encore. Non, alors, Emmanuel Macron, d'ailleurs, il a une passion pour le Panthéon, manifestement. Alors, je ne sais pas s'il fait un concours avec lui-même de celui qui fera rentrer le plus de monde. Ça permet de faire parler de lui. Oui, c'est vrai. C'est une occasion. À travers les morts, en plus. Il crée une occasion médiatique de faire parler de lui, voilà. Parce qu'il a fait puis rentrer... peut-être qu'il veut y aller après. Oui, alors ça, c'est le système des papes qui sanctifie le prédécesseur. C'est un peu du conflit d'intérêts. Il choisit ses futurs voisins de résidence. C'est sûr que vu la tête, si j'ose dire, de ceux qu'il a envoyés, il y a toute sa place. Hein. Donc là, on a ce que lui a envoyé Simone Veil, donc pas la philosophe, et son mari. Et son mari. Oui, parce que la famille a exigé... qu'ils soient ensemble. Qu'ils soient ensemble, oui, tout à fait. Pourquoi pas les enfants. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maurice Genevoix. Alors, à la limite, ça c'est plutôt bien. Oui, les Sceaux 14, Rabelio, c'est bien. Maurice Genevoix, qui, lui, expliquait que dans les mémoriaux et tous les monuments où on enterrait les soldats de la guerre de 14, y compris parfois des Allemands et des Français, justement, la mort était la grande réconciliatrice et qu'il n'y avait aucune raison, justement, que les amis et les ennemis perdurent. Contrairement justement à ce que fait Macron, qui avait exigé que, par exemple, qui avait souhaité que la décence interdise à Marine Le Pen d'aller à l'inhumation, à la panthéonisation de Simone Veil. Ouais. Voilà, donc franchement, ce type, non seulement ne traite que de cadavres, mais en plus, il empoigne les cadavres pour souffleter les gens qu'il n'aime pas avec. Il insulte les cadavres qu'il prétend honorer, c'est incroyable. Alors, c'est avec Manouchian qu'il avait dit ça. Oui, c'est pas, je sais pas pourquoi Marine Le Pen aurait voulu aller là-bas, mais bon, enfin bref, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a des résistants qui ont créé le Front National. Non, mais enfin, en fait, il n'y a pas que les communistes qui ont été des résistants. Oui, mais Manouchian, il n'y a pas que ceux qui ont léché le cul d'Hitler avant de lécher les bottes de Staline qui ont été des résistants. Mais Manouchian en fait partie. C'était un Arménien communiste tout à fait rouge, quoi. Et qui a commencé à résister en 41. Qui a demandé à assister à la messe avant d'être fusillé. Ah bon? Oui, ça, évidemment, ni Macron ni le PC n'en parlent. Bon. Et il a fait aussi rentrer Joséphine Baker. Ouais, c'est plus sympathique, parce que c'était une gaulliste. Une danseuse. Oui, une danseuse. Non, mais il y avait le côté espionne, gaulliste, de droite, on lui a donné beaucoup de rôles, amoureuse de la France. Bon, ça, pourquoi pas. Oui, ça, c'est sûr. Mais depuis 2015, il y en a eu, si je ne me trompe pas, 10 transferts, 7 résistants, et 8 qui se rapportent quand même à l'histoire de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte quand même d'obsession. Oui, non, c'est pas d'obsession, c'est légitime. C'est-à-dire que chacun de ces cas est légitime. Il n'y a pas que la résistance. On remarque que dans l'imaginaire collectif quand même, il y a 5 années de notre histoire qui prennent une place absolument incroyable. D'autant quand même que dans ces 10 années,
on a eu quand même des anniversaires de 14 et de il y a Jeanne-Bois, effectivement. 18. Ouais. Donc, Oui. enfin voilà, ces quelques années-là finissent par être voilà, l'espèce de référence unique de notre imaginaire national et historique, ce qui est quand même assez. Et C'est un élément du mémoricide, on ramène tout à 5 ans. Ouais. Oui, et puis il y a aussi le fait que voilà, ceux qui n'ont pas été tués par les Allemands, ce sont ceux qui ont provoqué le massacre de milliers de Français avec Simone Veil, et ceux qui ont réussi à faire en sorte que les criminels se sentent plus libres de tuer grâce à Badinter. Donc malgré tout, il y a quelque chose de morbide et de pisitanate chez le camarade Macron. De quoi ? Pisitanate, c'est un mot, je me la voilà, de temps en temps. Voilà, Un mot nouveau à chaque fois. c'est un peu comme ultra-crépidérianisme. Voilà. Pisitanate, c'est ceux qui sont amoureux de la mort. Voilà. D'accord. Ah, Bon, eh ben, c'est magnifique. alors, c'est plutôt macabre que morbide. Morbide, c'est la maladie. Mais Macabre, en fait, c'est la mort. mais c'est morbide parce que c'est maladif de sa part de faire en sorte d'être en permanence attiré C'est comme morbide ça. d'être à ce point macabre. Voilà. Oui, mais non, Très mais bien. vous retombez bien sur vos piattes. C'est bien. Bon, est-ce qu'on en a fini avec Monsieur Badinter, son Panthéon et tout ce qui s'y passe ? Oui. Allez, on continue à parler d'Emmanuel Macron parce que ce monsieur est impayable et que L'amoureux des cadavres Oui, et des bad boys. et là, des mauvais garçons. Oui. Après avoir dit donc en novembre 2024 que les Haïtiens donc étaient complètement cons, je le répète parce que c'est quand même phénoménal de dire un truc pareil, parce qu'ils ne respectaient pas, enfin ils ne suivaient pas ces petits conseils de gestion politique. Emmanuel Macron a affirmé, donc il y a 4 jours, que la France portait, et là c'est quand même assez phénoménal, une responsabilité dans la crise haïtienne, à cause de quoi, je vous le donne en mille, à cause de l'esclavage et de l'accord d'indépendance accordé par le roi Charles X en 1825. C'est quand même beaucoup Oui, parce qu'il présumé y a eu de une dette. l'incapacité de ces gens à se redresser après 200 ans d'un petit traité, quoi. C'est quand même phénoménal. Alors, il y a eu une dette, oui, de 150 millions de francs de l'époque, qui a été ramenée à 90 par Louis-Philippe en 1848 et qui a été fini de payer dans les années 1950. Ils ont mis plus de 100 ans à payer. Les intérêts ont été finis Ouais. en 47. On ne peut pas dire qu'on leur a mis le couteau sous la gorge, quoi. Un siècle pour payer une dette, on a vu pire. L'Allemagne a pris un peu plus cher en 14 et après. Donc, le 17 avril, le président Macron va annoncer des initiatives pour marquer le bicentenaire de la reconnaissance par la France de l'indépendance haïtienne. Et évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque la Fondation pour la mémoire de l'esclavage demande maintenant que la France s'engage sur le sujet sensible des réparations de son passé colonial à l'occasion du bicentenaire de la dette d'Haïti, qui est aussi le bicentenaire de son indépendance. Ils auraient tort de se gêner. Bah oui. Donc voilà. Alors, Charles-Henri. De toute façon, Est-ce qu'il faut Macron il est qu'on dans paye la ligne de droite de ce qu'il a toujours dit, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il continue. Il adore insulter et humilier les Français, surtout nos ancêtres qui sont plus là pour réagir. Bon, moi je pourrais dire que j'en veux aux Haïtiens parce que j'ai un ancêtre qui est mort pendant la révolution haïtienne de 1791. Et oui. Et si ce Délois n'avait pas pu procréer avant d'y aller, je ne serais pas là. Je sais, ça ne vous manquerait pas, mais tout de même, il est mort pendant cette révolte. Donc, pour en revenir à Macron, moi, ça ne m'étonne pas. Tout ce qu'il veut, c'est en finir. Il l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas de culture française. Nous sommes tous responsables. Mais est-ce qu'il y a une culture haïtienne ? Sûrement. Oui. Vous savez très bien que... Parce qu'avant Christophe Colomb, et avant qu'il découvre donc cette peuplade, enfin cette île, il y avait 3 peuplades qui s'y entretuaient, dont les fameux Taïnos, je crois. Mais c'était pas non plus... Il y a du vaudou. À Haïti, il y a oui. beaucoup de vaudou. Mais enfin voilà, donc moi ça m'étonne pas. Ce type, je parle bien de Macron, est vraiment abject de toujours vouloir nous humilier. Et en plus, ça se termine par des histoires d'argent. C'est vraiment sordide, là, pour le coup, parce qu'on va indemniser. Ça ne s'arrêtera jamais. Ah Ça ne s'arrêtera jamais. Alors, je vous parlerai après des questions d'argent, si vous voulez, mais Romain Petitjean. Oui, alors il y a une haine de soi chez Macron, on tourne autour, on le répète, qui est vraiment insupportable, mais il y a aussi un amour de l'autre,
paternalisme qu'on retrouvait d'ailleurs, qui était un des moteurs de la colonisation, de ces êtres inférieurs, on va les élever, on va les aider, et on a cette dette envers eux qui est éternelle, parce qu'ils sont faibles et nous on est forts, et en bon père de famille, on doit ad vitam aeternam les aider, les soutenir. On parle de dette, la nôtre est de 3400 milliards. Est-ce que nous, on va nous annuler la dette ? Non. Donc je pense qu'il y a des peuples qui se développent, qui sont maîtres de leur destin. D'ailleurs, on voit que dans des configurations différentes des pays en Asie colonisés, ne rentrent pas du tout dans ce schéma-là, ou même sur l'île d'Haïti, il me semble qu'elle est divisée en deux avec Saint-Domingue, et qu'il y a des vues satellites d'un côté et de l'autre du mur, et que deux peuples ont traité la terre de façon radicalement différente. Donc les peuples, comme les hommes, sont responsables d'eux-mêmes. Il faut que les Haïtiens se prennent en main. Eh ben, ça me semble une formule de bon sens. Jean-Yves Le Gall, Oui, vous vouliez faire une petite intervention tout à l'heure sur complètement con. Tout à l'heure, vous avez dit je ferai un commentaire. Non. Je voudrais compléter ce qu'a dit Romain Petitjean sur la comparaison entre Saint-Domingue et Haïti, qui se partagent l'ancienne île d'Hispaniola. Alors déjà, le produit intérieur par habitant est 7 fois plus élevé à Saint-Domingue qu'à Haïti. C'est la première remarque. Le taux d'alphabétisation est de 95% à Saint-Domingue et de 62%, ce qui est quand même très bas, à Haïti. Et la population elle-même est différente, puisque la population d'Haïti est noire à 95%, mulatte, c'est-à-dire métisse de blanc et de noir, à 5%, alors qu'à Saint-Domingue, on a 73% de métis africains, européens et indiens d'origine, et 20% de blancs. Donc ce sont deux populations assez différentes et qui ont d'ailleurs des résultats assez différents. Voilà. Alors vous savez qu'il restait des béquets, donc des blancs nés sur l'île, dans les années 1950, je crois. Et ils ont été assassinés. Il y avait 10 000 blancs qui ont été assassinés par les Haïtiens. Et donc ça, alors nous, on ne réclame pas de dette. Enfin, on ne réclame pas de compensation. Alors, il faut savoir d'ailleurs que les Haïtiens émigrent beaucoup vers les autres pays des Caraïbes. Et notamment, si vous allez en Guyane, vous verrez que beaucoup de Guyanais emploient comme main-d'œuvre tout à fait domestique, clandestine et mal payée, beaucoup d'Haïtiens. Ils émigrent aussi au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Trump en avait parlé, il mangeait des chiens et des chats, et il s'était avéré que c'était vrai pendant la campagne. C'est de la faute des Français. Alors oui, pour en revenir, Xavier Van Lierde ? Non. Non, je ne peux rien rajouter sans tomber sur le coup de la loi. Donc ah bon, taisez-vous alors. Il faut quand même rajouter une chose, c'est que comme d'habitude, chaque fois qu'Emmanuel Macron prétend reconnaître je ne sais quoi, ça ouvre droit en fait à des réclamations juridiques de la part des Haïtiens. Donc maintenant, puisque Emmanuel Macron a expliqué que la France était responsable, le boulevard est ouvert pour que les Haïtiens réclament devant les différentes cours de justice, et d'abord celle de France, qui seront ravis d'accueillir leurs demandes, des dommages et intérêts, des réparations, des indemnisations et tutti quanti. Ouais. Alors il y a un point important quand même à faire, parce qu'après tout on est quand même là aussi pour dire la vérité. L'histoire d'Haïti, c'est quand même 200 ans de bordel, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire pour parler comme Macron. Oui, voilà, pour parler comme Emmanuel Macron. Avant Christophe Colomb, donc on a 3 peuplades qui s'entretuent tranquillement. Et ensuite, on a une paix coloniale qui arrive, qui est un fait historique, avec un système esclavagiste qui est vrai aussi, qui est tout aussi exact, mais qui est accepté par tous. Ça, je pense que c'est très très important de comprendre que même Toussaint Louverture, le héros de la révolte haïtienne contre le régime donc, révolutionnaire français puis napoléonien, avait des esclaves. C'est un fait historique. Il avait des esclaves. Et j'ajoute pour la bonne bouche que le Libéria, qui est le premier pays d'Afrique créé par des affranchis, donc c'est un pays qui a été fondé par des affranchis, eh bien la première mesure politique de ces affranchis a été d'instaurer l'esclavage.
c'est un fait. Et eux étaient des Noirs à chapeau haute forme et costume, et ils ont asservi les Noirs en pagne qui étaient les natifs africains. C'est un fait historique, c'est-à-dire que c'est vraiment insupportable d'entendre toujours ces gens nous accuser de quelque chose, alors qu'ils devraient nous vraiment, je le pense du fond du cœur, ils devraient nous élever des statues, ces gens, parce que les Français sont les premiers dans l'histoire de l'humanité à avoir aboli et interdit un système qui était jadis accepté par absolument tout le monde. Et qui a au lieu de ça, ils nous emmerdent. Qui a C'est été insupportable. inventé dans le monde entier. Mais bien sûr. Quand Christophe Colomb débarque aux États-Unis, les Indiens pratiquaient l'esclavage. Mais bien sûr. C'est pas une invention européenne. Il y a des esclaves philippins et malais à Dubaï aujourd'hui. Exactement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut rappeler que c'est la colonisation française qui a mis fin à l'esclavage en Afrique. Mais c'est un fait historique. Oui, Voilà. c'est tout à fait vrai. Donc c'est le contraire d'un crime contre l'humanité. C'est un progrès énorme. Oui. Et comme je ne sais pas pour quelle raison, ils nous en veulent à nous. C'est quand même phénoménal, quoi. Ensuite, Haïti, donc c'est aussi une succession de régimes corrompus jusqu'à un clan le plus caricatural qui s'appelle le clan Duvalier. François Duvalier et son fils ensuite Jean-Claude. Baby Doc. Exactement, Baby Doc, parce que c'était le fils de François Duvalier était un médecin. Et ils avaient une milice qu'on appelait les Tontons Macoutes, qui étaient en gros des gens, une bande d'assassins qui feraient passer les gestapistes de la Carlingue pour des volontaires humanitaires. Les voltigeurs de Pasqua d'époque de là-bas. Oui, voilà, ouais, bien pire. en plus violent quand même. Bien pire. À coup de machette quand même. Oui. Donc, Oui, à coup de machette. Et on parlait tout à l'heure de l'immigration haïtienne. Et ben c'est précisément à cause de cette dynastie Duvalier qui a fait fuir du pays tous ceux qui ne voulaient pas vivre dans ce système de corruption absolue. Et là, j'ai une source de Wikipédia, comme dit Jean-Yves Le Gallou, donc l'encyclopédie en ligne wokiste, qui se déguise sous le nom de Wikipédia, et qui nous dit « Après la chute de la dictature, les créditeurs du pays insistèrent pour que les Haïtiens honorent la dette contractée par les Duvalier, estimée à 844 millions de dollars, et dont une grande partie était due à des institutions internationales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et la France, et c'est là où ça devient intéressant, on a quand même Nicolas Sarkozy, dans les années 80, voilà. La France, dès les années 80, a accordé à Haïti plusieurs centaines de millions d'euros d'aide au développement, et on ne connaît même pas le chiffre cumulé, tellement il y en a. Et on a les dernières données, qui sont 2010, à la suite du tremblement de terre, Nicolas Sarkozy a donné une aide de 230 millions d'euros, et annulé une dette de 56 millions d'euros de dette haïtienne. Et en 2015, c'est Hollande qui lui a offert 130 millions d'euros pour des projets de développement qui n'ont jamais vu le jour. Souriez, c'est avec vos sous. Mais non, mais c'est quand même incroyable. Ça a bien dû développer le palais de quelqu'un, d'un potentat quelconque. Ça, c'est vrai que je suis mauvaise langue, Charles-Henri. Ouais. Ça a sans doute développé le palais de quelqu'un et acheté quelques limousines. Ça, j'en conviens. Mais néanmoins, c'est quand même phénoménal. Et ensuite, ils vont nous ennuyer parce qu'ils vont réclamer l'abolition d'une dette ou le remboursement d'une dette quelconque qui remonte à 1825 alors qu'on les a noyés de fric. Ces gens. Non mais c'est incroyable. Pardon. Donc voilà. Comme disait le regretté Céline, les gens se vengent des services qu'on leur rend. Absolument. C'est tout à fait ça. Voilà. Ah oui. Mais c'est parce que en fait, ce que nous apprend de cette histoire d'Haïti en réalité, c'est qu'il y a pour les individus comme pour les peuples, il y a deux attitudes possibles. Soit on se considère comme libre et responsable et on se prend en main, et donc ce serait l'attitude dite de la responsabilité. Et sinon, l'autre attitude possible, c'est celle du ressentiment et de la dignité aussi. Oui, de la dignité qui va avec la responsabilité. Ça compte un peu, ouais. Et l'autre possibilité, c'est de tirer une rente du ressentiment. Et à l'évidence, tout un certain nombre de peuples sombrent dans le ressentiment permanent et la jalousie. Voilà, une passion triste, comme dirait le Nouvel Obs, à l'égard de la France, de l'Europe, de l'ancien colonisé. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est que ces gens-là nous en voudront toujours d'être ce que nous sommes. C'est-à-dire, ils nous en veulent pas tant de ce que nous avons fait, de ce que nous aurions pu faire, de ce que nous devrions faire à l'avenir. Ils ne nous aiment pas intrinsèquement simplement parce que, comment dire, ces choses sont tombées sous le coup de la loi.
parce que le différentiel entre les trajectoires leur est difficile à supporter. Quelle Voilà. métaphore. Et que ça fonde un ressentiment qui sera éternel, mais dans lequel il se noie. C'est joliment Oui, dit. j'ajouterais que nous sommes quand même, hélas, responsables aussi, d'une certaine façon, parce que nous apprenons à nos chères têtes blondes que nos ancêtres ont colonisé, se sont comportés comme des criminels, etc., etc. Et pas qu'aux Donc ça- blondes. hein. ça- Pardon? Et pas qu'aux blondes. Oui, et pas qu'aux blondes. Ah oui, Donc, mais bon. et on les apprend. Non, mais bien sûr, c'était un petit côté ironique qui ne nous a pas échappé. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes responsables parce que nous leur apprenons, nous, à nous détester. C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces gens ne demandent pas le remboursement d'une dette quelconque aux Américains, par exemple ? C'est parce qu'ils savent très bien que les Américains s'en foutent éperdument et qu'ils n'auront pas un centime, et à la limite, ils auront un coup de bâton sur les fesses et ce sera réglé. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et Mais nous, la colonie, ils nous les le demandent parce qu'ils colonisations, savent qu'ils peuvent voilà. tout nous demander, parce que nous avons effectivement cette culpabilité délirante qui fait qu'effectivement, on est français, on paye, quoi. Jean-Yves Le Gallou, je crois que vous vouliez intervenir sur cette affaire de dette. dette. Oui, alors j'ai une petite anecdote qui remonte à 2010, quand il y a eu le grand tremblement de terre. Et il y a eu effectivement à ce moment-là toute une explication sur les misères d'Haïti qui était liée au fait que la France avait imposé le remboursement d'une dette en 1825. C'était sorti à ce moment-là. Et alors, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à l'époque, je travaillais avec un ingénieur des ponts, météorologue, climatologue, qui croyait dur comme fer au réchauffement climatique d'origine anthropique, du haut de, quand même, d'une apparence scientifique, et qui en même temps croyait dur comme fer que le problème d'Haïti était dû à la dette. Ce qui m'avait conduit à un certain doute, À deux conclusions. à des conclusions assez peu politiquement ou climatiquement correctes. Bah oui, effectivement, j'avoue qu'on peut quand même s'interroger. C'est-à-dire le bon sens, enfin la science ne débouche pas forcément toujours sur la des conclusions vérité. intelligentes. Absolument. Ah non, mais le savoir et l'intelligence sont deux choses différentes. Ouais, et on le mesure tous les jours. Alors, on a quelques messages d'auditeurs qu'on va essayer de lire avant de conclure. notre J'aimerais débat. que l'on nous explique où était le talent de M. Badinter. Alors, si je peux me permettre, d'abord, c'était un excellent avocat d'affaires, ce défenseur des pauvres. Donc, il a été remarquable pour défendre les riches. Et ensuite, effectivement, c'était un bon avocat pénaliste. Voilà, donc, Oui. c'était un talent d'avocat. Monsieur Richard de Sèze a interrogé Monsieur Signolet et Monsieur Saint-Germain sur ligne droite, qui ont tout dit sur les zones d'ombre de Badinter et le résultat catastrophique de la sécurité en France. Et je vous encourage à écouter les vidéos où effectivement Saint-Germain, et non pas Saint-Vincent, et Monsieur Signolet ont été remarquables. C'est signé Liselotte D. Pour faire face à la justice, l'usage d'un français plein de nuances et ne prétend pas à l'insulte, à vos plumes et à vos dictionnaires. On ne devrait renoncer à la peine de mort que pour les assassins qui peuvent ressusciter leurs victimes. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, Excusez-moi très pour bien. cette mauvaise plaisanterie, je vous souhaite une très bonne soirée. Tous mes compliments pour cette émission remarquable. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. Alors, il nous reste... C'est injuste d'avoir attendu la mort de Badinter pour qu'il rentre au Panthéon. Il aurait pu y avoir une peine de mort aux conséquences positives. Voilà, je trouve ça Les remarquable. auditeurs C'est pas ont mal. de Les l'humour. auditeurs sont pleins d'esprit. Alors, il nous reste quelques minutes, donc on peut encore parler. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur la repentance macroniste. Déjà, est-ce que, que ça vous semble fondé, utile ou délirant? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est délirant. Est-ce qu'on n'encourage pas le ressentiment anti-français? Je pense qu'on vient de le confirmer. Et la question, oui, c'est un peu ce que disait Xavier Van Lierde aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder les responsabilités haïtiennes dans leur propre situation et appliquer ça à l'ensemble des pays qui nous réclament des sous sans arrêt, tout en nous tapant sur la tête, quoi. L'Algérie au hasard. L'Algérie au hasard, voilà, par Oui, exemple. C'est quand même un peu les mêmes phénomènes, c'est-à-dire des pays où il y a une petite caste qui contrôle le pouvoir et qui instrumentalise l'histoire, le ressentiment pour susciter des hostilités vis-à-vis de puissances étrangères ou d'anciennes puissances coloniales et pour expliquer sa propre incurie. Donc la comparaison entre Haïti et l'Algérie est tout à fait pertinente. Et alors, est-ce que, à votre avis, la finalité de cette repentance, quelle est la finalité de cette repentance? Est-ce que c'est
pour améliorer notre image dans le monde? Est-ce que c'est une vraie culpabilité d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est une propagande pour son propre compte, se valoriser sur le dos de nos ancêtres comme il se valorise sur le dos des morts du Panthéon? La repentance est quand même centrale depuis 40 ou 50 ans. C'est un pilier de l'idéologie dominante. Et donc Macron, qui est quand même un produit sélectionné de cette idéologie, c'est assez normal qu'il ait la repentance et qu'il la décline de différentes manières. C'est surtout que quand on n'a pas d'action dans le réel positive, on fait de la morale, on fait de la moraline. On fait tout ce théâtre avec tous les fétiches qu'on fait rentrer au Panthéon, toutes les excuses à donner. On est dans cette espèce de pièce de théâtre dégoulinante de moraline pour tout simplement ne pas montrer son incapacité, son vide. Quand on est incapable de façonner le futur, on reconstruit le passé. Ça, c'est beau. Ça sera la fin de la conclusion de cette... Non, c'est la fin. En reconstruisant un passé culpabilisant, on rend impossible un futur. Ah ouais, non, magnifique. C'est mieux. C'est ouais, encore mieux. Alors, il nous reste 3 minutes. Il y avait un dernier joli sujet, c'est que pour la nuit de Pâques, donc nous allons célébrer, enfin nous allons, pas moi évidemment, mais les prêtres vont célébrer 10 000 baptêmes. C'est énorme, c'est beaucoup plus que l'an dernier, c'est 2 fois plus je crois. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Alors, ce sont des baptêmes d'adultes, ou d'adolescents et d'adultes. Il y a 45% de progression. En fait, c'est très intéressant parce que le chiffre était déjà de 30% il y a 5 ans. Autrement dit, en fait, il y a une augmentation continue du nombre de baptêmes d'adultes. On avait tendance à rapprocher les baptêmes d'adultes de l'effondrement des baptêmes d'enfants. Mais si les baptêmes d'adultes continuent sur cette courbe, en fait, il y aura suffisamment de baptêmes d'adultes pour compenser le manque de baptêmes d'enfants. C'est-à-dire, si on projette ce taux sur 5 ans, dans 5 ans, malgré l'effondrement possible, s'il continue des baptêmes d'enfants, il y aura quasiment autant d'adultes qu'il aurait pu y avoir d'enfants. Donc, on est en train d'assister à une espèce de... compensation de renaissance de la foi catholique en France, et une foi catholique qui évidemment n'est plus enracinée dans les familles, puisque ces familles sont de plus en plus déchristianisées grâce aux efforts de Badinter et de tous ceux qui ont été envoyés au Panthéon, mais c'est en train de reconquérir les esprits et les cœurs, parce que évidemment la foi catholique, par rapport à d'autres foi présentes sur le territoire national français, ou par rapport à la manière dont la République prétend être la mère du peuple, paraît proposer une foi plus sûre, une charité plus évidente, une générosité plus active, et d'une manière générale, des valeurs qui ne sont pas forcément celles de la République, mais qui permettent de véritablement vivre ensemble. C'est tout à fait satisfaisant, et ça rentre dans le même cadre que la grande affluence au mercredi des Cendres de cette année. Voilà, il y a une foi catholique qui est en train de renaître, à la fois pour des raisons catholiques et aussi vraisemblablement pour des raisons identitaires. Oui, c'est ce qu'on peut penser. Enfin, Jean-Yves, oui, c'est à rapprocher par exemple du mouvement Academia Christiana, dans les générations plus jeunes, qui une démarche à la fois de retour à la foi catholique et une démarche identitaire aussi, oui. Alors, chers amis, sur ces forts propos, sauf si Charles-Henri ou Xavier ou Romain en 10 secondes ont un mot à ajouter, mais cette émission touche à sa fin. Joyeuse Pâques. Ah, voilà, un joli mot de la fin, Charles-Henri, merci. Cette émission donc touche à sa fin. Merci Richard de Sèze, Romain Petitjean, Charles-Henri Deslois, Xavier Van Lierde, Jean-Yves Le Gallou. Merci à Claudia qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. Merci à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et surtout à ceux qui savent qu'il faut soutenir leur radio pour qu'elle continue à exister et à proposer ce genre d'émission. Merci à tous donc, joyeuse Pâques effectivement, et à très bientôt pour un autre rendez-vous de la réinformation.